Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séquence de la Journée mondiale des sols. Je dis bien séquence parce qu'on commence à s'habituer. On se retrouve, nous, de l'Association française pour l'étude du sol et nos amis du club parlementaire de la protection et l'étude des sols à organiser annuellement cette séquence en début de décembre. Or, comme vous l'avez perçu, cette année, le thème porte sur la biodiversité des sols. Ça a été lancé il y a quelques mois par la FAO. Et nous avons tenté de vous faire un programme qu'on l'espère intéressant, attirant, qui se déroulera compte tenu de ces conditions sanitaires un peu particulières, complètement diversifiées dans les modes électroniques. Donc nous allons commencer aujourd'hui par un premier atelier. Ça se poursuivra demain également. Nous avons 2 ateliers par jour, aujourd'hui et demain. Le 4 décembre, nous avons plutôt une session plénière avec une table ronde politique. Et l'après-midi du 4, vous aurez des webconférences destinées plutôt aux étudiants. Alors, les webinaires seront enregistrés, bien sûr. Mais pour celui qui débute là tout de suite, nous allons travailler aussi via du chat. Vous pourrez poser vos questions en direct de cette façon-là. Nous les transmettrons au panel de collègues qui sont là à présenter et à discuter avec vous. Et si les questions qui affluent sont trop nombreuses, de toute façon, nous nous engageons à apporter des éléments de réponse dans la restitution que vous retrouverez d'ici, j'espère, 2-3 mois sur notre site de la FES pour pouvoir visionner tout ça, regarder ça avec toute la tranquillité que vous désirez. Mais écoutez, je vous souhaite des bonnes séquences et on se retrouvera au fil de l'eau, au fil du temps, au cours de cette journée mondiale des sols. Et je vois que l'on est déjà pas assez nombreux, ce qui est fort intéressant. Allez, bonne journée à tous. Bonjour à tous, donc Noémie Pousse, chargée de R&D en pédologie forestière à l'Office national des forêts. Je vais animer ce premier webinaire qui s'intitule La biodiversité des forêts, des sols de forêt, quelles menaces, quelle adaptation des outils de gestion. Et je suis accompagnée de Julien Fiquepron et Thierry Gauquelin que je présenterai juste après les objectifs de ce webinaire. Hop là. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'amener des éléments de compréhension, des pistes de connaissances pour mieux connaître la biodiversité des sols forestiers, connaître et comprendre les fonctions qu'elle assure, donc toujours en milieu forestier. Et voilà. Et après, comprendre d'un point de vue opérationnel comment on peut intégrer ces fonctions dans la gestion des espaces forestiers pour mieux la prendre en compte et du coup optimiser les fonctions qu'elle assure. Donc, les intervenants, donc je me suis présentée. Je vais vous présenter donc maintenant Julien Fiquepron, qui est ingénieur forestier forêt et eau à l'Institut pour le développement forestier du Centre national de la propriété forestière. Donc, l'Institut pour le développement forestier est l'organe recherche et développement du Centre national pour la propriété forestière. Et donc, Julien s'occupe en général des questions en lien avec la forêt et l'eau, mais aussi des questions en lien avec la forêt et les sols. Thierry Gauquelin, donc, qui est professeur à l'Université Aix-Marseille et membre de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, l'IMBE. Il s'intéresse depuis de très nombreuses années à la biodiversité des sols forestiers et au fonctionnement des écosystèmes forestiers essentiellement méditerranéens et montagnards. Donc, dans ce cadre, il porte une attention particulière à la biodiversité du sol et des formes d'humus dont vous entendrez parler au long de cette intervention, de ce webinaire. Et notamment, il a développé en Haute-Provence une station expérimentale, l'O3HP, dont il nous parlera dans son intervention. Je vais donc poser une première question à Thierry Gauquelin et puis par la suite à Julien Fiquepron. Donc, première question, qu'est-ce que représente la biodiversité des sols forestiers aujourd'hui et quelle fonction elle assure, cette biodiversité? Et donc, avec un petit final sur l'impact de la sylviculture et des perturbations sylvicoles sur cette biodiversité ainsi que le changement climatique.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci Noémie. Donc effectivement, quelques mots sur cette biodiversité du sol qui est finalement relativement mal connue alors que, on va le voir, revêt une importance très grande. Alors classiquement sur ce schéma, eh bien, on voit qu'on va distinguer au niveau de cette biodiversité du sol différents types d'organismes, essentiellement au niveau de leur taille. Eh bien, vous voyez, on a déjà ce qu'on appelle la microflore ou la microfaune, c'est-à-dire les micro-organismes avec principalement des bactéries et des champignons, donc des choses qu'on va observer au microscope, avec une importance, on en reparlera, des champignons, évidemment. On pense notamment aux mycorhizes. Un peu plus gros, eh bien, c'est ce qu'on appelle la mésofaune. Vous voyez, ça va en gros jusqu'à 2 mm. On peut en observer quelques éléments à l'œil nu. Et là, deux groupes principaux, dont on aura l'occasion aussi de reparler, qui sont les acariens et les collemboles. Et puis après, ce qu'on qualifie de macrofaune, avec notamment un groupe fondamental qui est celui des oligochètes, qui est vers de terre. Et puis après, on va passer à la mégafaune, mais c'est encore un autre monde. Donc un monde extrêmement foisonnant, j'allais dire, et avec des chiffres qui vraiment donnent le vertige quand on voit la quantité d'organismes qu'on peut avoir. Alors là, j'ai mis quelques exemples. Les bactéries, eh bien, dans 1 gramme de sol, vous pouvez en avoir jusqu'à 1 milliard. Les vers de terre, 2 tonnes par hectare. Des collemboles jusqu'à 500 000 par mètre carré. Les acariens aussi, des quantités impressionnantes. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à le faire, mais si vous mettez bout à bout tous les filaments mycéliens qui se trouvent dans 1 mètre carré de sol, eh bien, ça pourra vous faire des dizaines de kilomètres, voire plus. Et puis encore un autre chiffre, voilà, si vous récoltez tous les acariens dans 1 hectare de terrain, c'est 600 kilos, c'est un tas de 600 kilos que vous obtiendrez. Avec notamment, puisqu'on parle des forêts, une importance très grande au niveau de ces forêts. Pour illustrer cet aspect-là, eh bien, un petit exercice qui concerne justement l'Observatoire de Haute-Provence, la forêt de chêne pubescent que l'on étudie donc dans la région de Forcalquier et de Manosque, sur les collemboles que l'on peut observer dans cette forêt qui fait une centaine d'hectares. Alors, sur la diapo suivante, on voit que, donc là, il y a un problème, voilà. Donc, quand vous récoltez, et ça, évidemment, on l'a étudié, quand on récolte 1 kilo de sol, ce sont des sols qui sont relativement superficiels quand même, mais avec un humus de type mule de bonne qualité, eh bien, dans 1 kilo de sol, on peut trouver jusqu'à 1000 collemboles. Alors, 1000 collemboles dans 1 kilo de sol, ça veut dire que sur 1 mètre carré, donc si on tient compte de la densité apparente du sol, etc., ça ferait à peu près 100 000 collemboles dans 1 mètre carré. Ça veut dire, élargissons encore, donc ça fait à peu près 10 millions de collemboles dans 100 mètres carrés. Donc ensuite, continuons à agrandir l'échelle. Ça fait donc en gros 1 milliard de collemboles dans 1 hectare. Et comme notre forêt fait en gros eh bien, une centaine d'hectares, on va avoir en gros 100 milliards de collemboles dans cette seule forêt de chênes pubescents d'une centaine d'hectares. Donc vous voyez, c'est des chiffres absolument considérables. Alors évidemment, c'est considérable aussi, mais on va revenir un peu plus loin sur le fait que, évidemment, tous ces organismes, eh bien, ils servent à quelque chose, et notamment les collemboles, eh bien, vont, pour certains, s'occuper de la décomposition des feuilles. Et là, vous voyez, on s'est amusé à dire qu'il y avait à peu près 100 000 chênes dans ces 100 hectares qui portent chacun 10 000 feuilles, soit en tout à peu près 1 milliard de feuilles. Et puis, vous avez 100 milliards de collemboles qui vont pouvoir s'occuper de ces 1 milliard de feuilles. Voilà, c'était un petit exercice, mais bien tenir compte que vraiment, on a
une importance très grande de tous ces organismes. Alors, cette biodiversité du sol, eh bien, évidemment, dans les milieux forestiers, eh bien, elle va avoir un rôle extrêmement fondamental même. On pourrait presque dire que sans cette biodiversité du sol, eh bien, la forêt ne peut pas vivre, ne peut pas fonctionner. Alors, elle va avoir, si on regarde de gauche à droite, des effets, par exemple, sur la biodégradation des pelements. Si on pense aux vers de terre, par exemple, ça va concerner, mais pas uniquement les vers de terre, mais surtout les vers de terre, la structuration, parce que ça peut être aussi des champignons, la structuration du sol. Et ça, eh bien, vous voyez encadré en bas, ce qui concerne ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc, cette structuration du sol, eh bien, va jouer un très grand rôle dans des services écosystémiques comme la régulation des processus hydriques, avec des aspects notamment sur l'érosion. Autre élément fondamental qu'on aura l'occasion de développer, eh bien, c'est le recyclage de la matière organique et la remise à disposition des nutriments. Donc, c'est essentiel, évidemment, pour la fertilité des sols. Et donc, ça concerne en premier lieu des services d'approvisionnement, services écosystémiques d'approvisionnement, comme la production de bois, les cueillettes, et puis d'autres choses, jusqu'au, finalement, services culturels, parce qu'une forêt en bonne santé, eh bien, ça rend aussi, vous le savez, des services culturels importants. Enfin, troisième élément qui est lié au précédent, c'est tout ce qui concerne l'humification, la minéralisation de la matière organique. On peut penser aux bactéries, notamment à l'importance des bactéries à ce niveau-là, et qui donc va conditionner en partie la séquestration du carbone. Et qui dit séquestration du carbone dit rôle de puits de carbone que peuvent jouer les forêts, et donc régulation du climat par rapport donc au CO2 atmosphérique qui pourrait être piégé par le carbone du CO2 qui pourrait être piégé par les forêts. Si on se concentre sur le processus de décomposition, qui est un processus essentiel parce que, on l'a dit, ça conditionne la remise à disposition des éléments minéraux au sol, eh bien, on voit que une feuille tombée au sol, que vous avez sur la gauche, eh bien, va être pris en charge par un certain nombre d'organismes avec des chaînes trophiques extrêmement complexes et qui vont conduire soit donc à la production d'humus dans le sol, soit aussi, évidemment, pour partie, à une minéralisation de cette matière, de ce carbone, de cette matière organique. Et on voit qu'il y a un très grand nombre d'acteurs qui vont se combiner. Bien sûr, on peut en parler des bactéries, des champignons au niveau de la minéralisation primaire, mais aussi il y a des collemboles qui vont fragmenter, qui vont transporter les champignons, etc. Les mêmes collemboles qui peuvent être mangés par des prédateurs comme des acariens ou des pseudoscorpions. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, les vers de terre qui vont s'amuser à manger donc un certain nombre de ces feuilles, et puis donc transporter vers la profondeur du sol des éléments organiques, etc. Donc, vous voyez, l'important, c'est de voir que tout ça est vraiment très complexe. Et on voit dans peut-être la suivante, ouais, donc sur la diapo suivante, on voit qu'il y a une réelle complémentarité de la faune du sol à ce niveau-là. Et du coup, eh bien, on comprend bien qu'à chaque étape de la dégradation des feuilles, de la fragmentation de ces feuilles, eh bien, ce sont des organismes différents qui peuvent donc agir à ce niveau-là, et que, évidemment, eh bien, si l'une de ces chaînes et l'un de ces éléments est perturbé, eh bien, ça perturbe l'ensemble du phénomène. Et donc, pour terminer cette partie, finalement, eh bien, on se rend compte que cette biodiversité du sol, qui est extrêmement importante, eh bien, elle va être
finalement modifier, altérer, où il va y avoir un impact d'un certain nombre en forêt, d'un certain nombre de pratiques, de phénomènes, etc. Et on voit que eh bien, cette biodiversité du sol, on en reparlera peut-être affectée par le changement climatique. Ce changement climatique peut modifier aussi les essences dominantes, mais on peut aussi avoir un effet direct des essences dominantes sur, et donc du type de litière sur évidemment cette biodiversité. Une litière de hêtre, ce n'est pas la même chose qu'une litière d'épicéa, etc. Du coup, toutes des perturbations telles que des enraisinements ou un certain type de plantation peuvent avoir un impact sur cette biodiversité du sol. On voit bien aussi que si on a une forêt qui est ancienne ou une forêt au niveau de laquelle il n'y a pas eu de discontinuité de l'état boisé, eh bien peut-être on pourra avoir préservé une biodiversité au niveau du sol plus importante. La structure forestière peut aussi jouer et évidemment, il y a un certain nombre de travaux qui peuvent donc créer des perturbations au niveau du sol. Et qui dit perturbation au niveau du sol, dit perturbation de toute cette biodiversité. Et on n'oubliera pas non plus, évidemment, la pollution. Je vous présente rapidement la forêt en France. La forêt en France, c'est environ 30% de la surface à l'échelle du territoire. Et parmi ces 30%, les forêts domaniales, donc les forêts de l'État, représentent 9% pour une surface moyenne de 1000 hectares. Les autres forêts publiques, 16% pour une surface moyenne de 160 hectares. Et les forêts privées, 75% de la surface forestière française pour une surface moyenne de 3,6 hectares. Vous verrez par la suite que cette surface moyenne de la parcelle forestière par propriétaire, elle a une importance forte dans les leviers que le gestionnaire peut avoir par rapport à la gestion des sols et à la gestion de la biodiversité des sols. Concernant la répartition des essences, on a une forêt qui est majoritairement feuillue, avec 62% de la surface qui est feuillue, donc c'est en vert sur la petite carte en bas à droite, et 14% résineux et 10% de forêt mélangée. Rapidement, la gestion forestière en France, c'est quoi? C'est d'abord savoir gérer des temps longs. Donc là, juste deux exemples de futaies qu'on appelle régulières, où tous les arbres ont le même âge. On va avoir des stades entre le semis, la croissance plutôt en hauteur, avec une compétition forte entre les arbres qui vont du coup avoir tendance à pousser plus haut pour accéder à la lumière. Puis une phase plutôt de maturité qui va aussi permettre de mettre en place un recyclage des éléments nutritifs via la chute des litières, des aiguilles et cette minéralisation dont a parlé Thierry. Et enfin, le renouvellement qui est une étape souvent critique puisque du coup, il faut sortir de cette ambiance forestière progressivement via la régénération naturelle ou plus brutalement via des coupes rases plantations. Mais du coup, c'est vrai que nous, à l'Office national des forêts, on a plutôt une culture de régénération naturelle avec des coupes progressives qui permettent aux semis de s'installer, de couper le peuplement mature. Donc, vous voyez les différences d'âge entre un peuplement résineux, un peuplement feuillu, plutôt au-delà de 180 ans pour un peuplement feuillu et plutôt au-delà de 60 ans pour un peuplement résineux. Donc, tout ça, ça varie en fonction des essences et puis des contextes pédoclimatiques, bien entendu. La gestion forestière en France, c'était essentiellement une gestion qui se basait sur une adéquation des pratiques au sol. Donc, je vous ai présenté à gauche un extrait d'un catalogue de stations où on avait une description du sol, de la flore, c'est-à-dire de la strate herbacée qui se développe naturellement à la surface du sol. Et à partir de cette analyse du sol et de la flore et du climat, bien entendu, on avait un certain nombre de facteurs limitants et de facteurs favorables qui étaient déterminés. Et ces facteurs permettaient de choisir l'essence adaptée au sol et au climat. C'était aussi une approche qui nous permettait
permettait de choisir l'itinéraire, donc quand est-ce qu'on va couper, comment on va couper, etc. Et tout ça, ça permettait de produire du bois qui après va être utilisé par ce que nous on appelle l'aval, donc la filière bois. Et donc avec le bois, c'est vrai qu'on a un matériau qui permet de construire, d'isoler, de créer de l'énergie avec le bois énergie. Et en général, on a un matériau qui se perd, où rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que même la charpente, quand on la démonte, on peut l'utiliser en bois énergie à la fin. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ces pratiques, elles évoluent par une pression relativement forte. Notamment, on a un développement fort de la mécanisation, un développement fort d'une logique aussi qui s'appelle la logique de flux tendu, où on doit couper et sortir du bois en permanence de la forêt, c'est-à-dire qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, on doit sortir et alimenter l'aval de la filière. Et on a des contraintes économiques fortes, avec une attractivité des métiers qui sont en forte baisse. Cette évolution des pratiques, elle conduit à un certain nombre de perturbations qui sont de plus en plus fortes sur le sol. Donc, je vous ai illustré avec les 2 photos du haut l'impact du tassement dont a parlé Thierry tout à l'heure, où effectivement, via ce tassement, on va asphyxier le sol et donc forcément avoir un impact fort sur sa biodiversité. On a aussi, du coup, au fait de toutes ces évolutions de pratiques, une généralisation de la récolte par arbre entier qui fait que les branchages et les feuillages qui normalement restaient au sol, la deuxième photo en partant du bas, vont être enlevés du parterre et donc on va se retrouver avec un sol sans branchage et sans feuillage à l'issue de la coupe. Donc ça, on appelle ça un export d'éléments nutritifs, un export aussi de carbone et surtout un export de matériaux énergétiques pour la biodiversité des sols. Donc ça peut avoir un impact sur la biodiversité des sols. On a aussi en parallèle des évolutions du climat qui sont maintenant réelles, avec une accélération, une intensification des sécheresses, avec du coup des dépérissements massifs, que ce soit par des agents biotiques, abiotiques, donc une illustration avec des agents biotiques à droite avec les attaques de scolytes sur épicéa, mais qui sont aussi liés à une fragilisation due aux sécheresses successives. Et à gauche, un facteur feu, donc avec un risque incendie qui augmente lié au changement climatique. Et donc, ces évolutions-là, elles vont avoir un impact aussi sur le sol et la biodiversité du sol, puisque on va avoir des hectares et des hectares de forêt mis à nu. Dans le cas du feu, donc aussi un impact chaleur sur la biodiversité du sol. Donc voilà, toutes ces évolutions des pratiques, du climat, peuvent avoir un impact fort sur la biodiversité. Et vu la structure de la forêt, entre forêt privée et forêt publique, il n'y aura pas forcément les mêmes réponses qui vont s'organiser, puisqu'on n'a pas forcément la même capacité et les mêmes superficies de parcelles. Par contre, ensemble, on a mis ensemble un certain nombre de mesures dont va parler Julien. Et donc, je me tourne maintenant vers Julien, qui représente 75% de la surface forestière. Et Julien, du coup, comment est-ce que la biodiversité des sols est appréhendée par la profession forestière? Est-ce que vous constatez une réelle prise en compte de la biodiversité des sols dans les décisions de gestion? Quels sont les principaux freins? Et pouvez-vous développer des exemples de modes de gestion qui ont des retombées positives sur la biodiversité des sols et qui pourraient, du coup, à ce titre-là, être considérés comme exemplaires? Bonjour à tous, merci beaucoup de cette invitation à échanger sur la prise en compte de la biodiversité des sols vue des forestiers. Donc on va commencer par voir comment cette biodiversité des sols est-elle appréhendée au niveau forestier, puis effectivement, dans un second temps, je vous proposerai quelques exemples de modes de gestion favorables à la prise en compte de la biodiversité des sols. Donc, pour planter le décor à l'IDF en tant que service recherche et développement, nous avons plus de moyens pour être attentifs à la question de la biodiversité des sols que les gestionnaires qui sont dans la gestion opérationnelle. Et donc, pour que vous vous représentiez mieux le rôle d'un gestionnaire forestier, je vais vous présenter les 3 grands types d'interventions. Alors, par contre, je ne pense pas avoir la main sur le diaporama. Voilà, c'est bon. Merci.
Donc, les trois grands types d'interventions pour un gestionnaire forestier sont liés d'une part aux travaux sylvicoles. Donc, par travaux sylvicoles, on entend les entretiens sur les jeunes peuplements, les questions d'entretien de la voirie forestière notamment. L'autre grande activité concerne les coupes. Donc, ça va être le marquage des coupes, le choix de ces arbres, la commercialisation et aussi le suivi des travaux d'exploitation. Et enfin, il y a toutes les missions de conseil, alors notamment tout ce qui est de l'ordre de l'orientation de la gestion forestière en forêt privée, dans les documents de gestion. Le pas de temps traditionnel, c'est même réglementaire, c'est 10 à 20 ans pour prévoir les coupes et travaux sur la propriété. En conseil, il y a aussi tout ce qui est mission sur le renouvellement des peuplements, les diagnostics sanitaires et également les questions d'expertise sur la valeur des propriétés. Donc, pour être franc, la question de la biodiversité des sols, actuellement, ce n'est pas une clé d'entrée directe dans la gestion forestière courante. La clé d'entrée, c'est la gestion du peuplement de la parcelle forestière. Par contre, il ne faudrait pas en conclure hâtivement que les forestiers ne s'intéressent pas à la biodiversité des sols. Cette biodiversité des sols est prise en compte d'une manière globale par l'attention portée au respect des sols. Donc le sol, c'est un capital essentiel pour les forestiers, notamment face aux défis du changement climatique. Et face à ces menaces, il est essentiel de ne pas affaiblir les forêts et donc de préserver la fertilité des sols. Donc on va voir maintenant comment la biodiversité des sols est-elle prise en compte dans les décisions de gestion. Donc le moyen le plus direct dont nous disposons, c'est la détermination des formes d'humus. Je pense que Thierry Gauquelin le détaillera par la suite. Enfin, il en a déjà touché deux mots. Mais par forme d'humus, on entend les types de litières. Et donc cet indicateur renseigne les forestiers sur la fertilité chimique via la dynamique de minéralisation de la matière organique. Donc ces formes d'humus, elles témoignent des conditions de l'activité biologique dans les sols. Alors, on peut prendre l'exemple d'une forme d'humus avec un horizon épais de matière organique fine, comme on voit sur la photo avec un aspect de marc de café. Et donc ça indique un recyclage lent de la matière organique en lien avec des contraintes dans le sol liées à l'acidité ou au froid. Et donc, les organismes les plus actifs dans ce type de conditions vont être les champignons et les micro-arthropodes comme les collemboles ou les acariens. Et donc, non les vers de terre. Là, la faune responsable de la transformation de la matière organique, ici, ce sera effectivement pas des vers de terre. Et donc, on a un recyclage plus lent de la matière organique et des sols moins riches. Un autre indicateur que je voulais citer, qui est moins directement lié à l'activité biologique, c'est l'estimation du réservoir en eau utilisable des sols, donc qu'on appelle aussi réserve utile. Donc ça représente la quantité d'eau disponible pour les arbres qu'un sol peut stocker. Et donc ça, c'est un indicateur clé pour les forestiers sur les questions de déficit hydrique, de tassement des sols et de choix des essences. Et donc ça influence aussi les conditions de vie pour la biodiversité dans les sols. Donc, ces indicateurs sont utilisés pour la détermination des types de stations. Noémie en a parlé également tout à l'heure. Donc les types de stations, c'est un autre critère indicateur de la biodiversité des sols. Et donc une station, ça représente une portion de terrain homogène dans ses conditions physiques et biologiques. Et les guides de station dont on dispose sont des outils importants d'aide à la décision, notamment pour le choix des essences. Alors, une autre utilisation de ces indicateurs, c'est le développement de diagnostics sylvoclimatiques. Donc, au CNPF, on développe un outil qui s'appelle BioClimSol, et cet outil permet d'évaluer le risque de dépérissement d'un peuplement et également de donner des conseils de choix des essences en contexte de climat changeant.
Donc, nous sensibilisons les forestiers au respect des sols, et dans cet objectif-là, la priorité, ça reste la préservation de la fertilité chimique et de la fertilité physique. Donc, on le fait via plusieurs publications. Donc, on utilise les résultats de projets comme le projet ProSol et PratiqueSol, donc sur la préservation de la fertilité physique. On utilise aussi des formations et des publications que l'on réalise nous-mêmes. Donc là, vous avez un exemple de publication de vulgarisation du CNPF. De manière moins directe, on sensibilise aussi sur l'intérêt de la prise en compte de la fertilité biologique. Donc, c'est le cas dans les futurs schémas régionaux de gestion sylvicole, les SRGS. Donc, les SRGS, c'est le document cadre pour la gestion durable des forêts privées. Donc, ils sont en cours de réécriture actuellement. Et donc, il y a un petit paragraphe sur l'incitation à la préservation de la fertilité biologique dans ce document. Et je voulais aussi signaler que nous avions consacré un dossier dans notre revue Forêt Entreprise aux composantes chimiques et biologiques de la fertilité. Vous voyez la couverture de ce numéro qui est paru en mai-juin de cette année. Donc, les principaux freins par rapport à la prise en compte de la biodiversité des sols dans les décisions de gestion, c'est avant tout la complexité du sujet et le manque de connaissances. Dans notre dossier de forêt entreprise, on avait une synthèse des connaissances sur la biodiversité des sols, et on voit qu'il n'y a pas d'itinéraire technique qui permette de favoriser, par exemple, l'ensemble des groupes taxonomiques. Et donc, en dehors des formes d'humus, les diagnostics ciblés biodiversité des sols restent inaccessibles pour les gestionnaires forestiers. On utilise des indicateurs qui dépendent et qui témoignent des conditions de vie dans les sols, le réservoir en eau utilisable, les stations, mais on a peu de moyens pour investiguer directement la biodiversité des sols. L'autre enjeu aussi, c'est qu'on manque encore de connaissances sur la description des sols en forêt privée. Donc la priorité, c'est d'établir des cartes de station et de préserver fertilité physique et chimique. Le deuxième frein que je voulais mentionner, qui reste assez classique, c'est une question de moyens économiques et juridiques. Donc, compte tenu de l'économie des chantiers d'exploitation, les recommandations pour la préservation des sols restent difficiles à faire respecter sur le terrain. Donc, on vient maintenant à la deuxième partie sur les exemples de modes de gestion favorables à la biodiversité des sols. Avant de parler des modes de gestion, je voulais rappeler que les principales perturbations du sol sont liées aux travaux en lien avec les reboisements et à l'exploitation des coupes. Donc, c'était un préalable important. Alors, je vais vous citer quelques types d'actions sans être exhaustif. Donc, la première mesure consiste à ouvrir des cloisonnements et à maintenir leur praticabilité. Alors, les cloisonnements, ça consiste à cantonner la circulation des engins sur des infrastructures dédiées. Et donc, ça représente environ 20% de la surface qui va être dédiée à la circulation des engins. Ça peut paraître choquant pour certaines personnes qui sont pas forestiers de voir des grandes lignes droites dans les peuplements, mais c'est vraiment un moyen de préserver les sols dans les bandes boisées pour préserver la vie des sols dans ces bandes boisées. Autre type d'action que je voulais vous mentionner, c'est les itinéraires de renouvellement, où là, on cherche à limiter les perturbations avec notamment du travail du sol localisé, des entretiens aussi localisés. On cherche aussi à valoriser l'accompagnement de la végétation ligneuse spontanée.
par des plantations dans le recru ou également des plantations par placeau, des petits collectifs d'arbres. On peut aussi signaler les mesures qui sont prises pour favoriser la biodiversité en surface. Donc, il y a l'exemple du label PEFC qui enjoint les personnes les forêts adhérentes à conserver au moins un arbre mort ou sénescent par hectare et à conserver du bois mort au sol de toutes dimensions et de toutes essences. Il y a aussi les îlots de sénescence et les îlots de vieillissement, donc, qui auront a priori des effets favorables sur la biodiversité du sol. Je voulais aussi vous mentionner un outil que l'on a développé qui est l'indice de biodiversité potentielle. Donc ça, c'est un outil qui a pour objectif d'aider les forestiers à intégrer la biodiversité ordinaire dans la gestion courante. Donc cet outil vise la biodiversité ordinaire. Donc ça s'intéresse à tout type d'espèces présentes. Donc c'est par opposition à la biodiversité remarquable qui va s'intéresser vraiment au niveau de rareté des espèces présentes. Et donc, cet outil biodiversité, cet outil IBP, ça permet de sensibiliser les gestionnaires et les propriétaires à la biodiversité. Et donc, même s'il n'y a pas de critères directs sur la biodiversité des sols, on pense que les propriétaires et gestionnaires seront plus sensibles à la biodiversité des sols grâce à l'utilisation de ce type d'outils. Et donc maintenant, pour illustrer plus concrètement ces modes de gestion favorables, je vais vous faire un petit focus sur quelques projets. Donc le premier est en lien avec la protection des captages d'eau. Alors on a publié un guide de recommandation pour la protection des captages d'eau, dont vous voyez la couverture ici. Alors les principales recommandations ciblent les travaux d'exploitation et les travaux sylvicoles. On insiste aussi sur un préalable, c'est qu'un peuplement en bonne santé et un sol préservé sont les deux priorités pour la protection de la ressource en eau, mais il est possible d'aller plus loin. Et c'est ce qui a été fait en Haute-Savoie entre les propriétaires regroupés en associations syndicales et la collectivité Thonon-Agglomération. Donc, on est dans un contexte de forêt de montagne avec un foncier très morcelé. Noémie parlait tout à l'heure de cette contrainte. Là, vous avez des parcelles qui font moins d'1,5 hectare. Et dans ce contexte-là, on est un peu dans la loi du tout ou rien. C'est soit je ne fais rien, soit je coupe tout. Et donc, le partenariat qui a été engagé a permis de mettre en œuvre une sylviculture plus fine. En se regroupant, les propriétaires ont pu mettre en place un document de gestion avec un objectif de favoriser la futée irrégulière mélangée. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de ces termes sylvicoles, mais par futée irrégulière, on désigne des peuplements dans lesquels il va y avoir des arbres de tous âges et de toutes dimensions. Et le mélange, ça va cibler la composition en essences, donc avec diverses essences dans les parcelles. Et donc ça, c'est un moyen d'éviter les coupes rases à l'amont des captages. Donc c'est un moyen de protéger les captages d'eau, de protéger les sols et aussi de mieux valoriser les peuplements pour les propriétaires forestiers. Donc c'est un bon exemple de partenariat gagnant-gagnant. Deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est un cas de gestion progressive en alternative à la coupe rase. Donc ça s'est mis en place grâce à un partenariat pour un contrat carbone avec le Tour de France, le CNPF et le SMAEMV, qui était la structure de préfiguration du PNR du Mont Ventoux. Alors, ça a été mis en place sur 53 hectares où des coupes rases avaient été programmées. Et l'alternative qui a été mise en œuvre, c'est une coupe d'amélioration avec ouverture de cloisonnement. Vous voyez sur les illustrations ce que ça a pu donner. Donc, on voit que ça a permis de valoriser les peuplements existants. Alors, c'est des peuplements de pins, de cèdres et de chênes pubescents. Et ce partenariat a pu compenser le manque à gagner par rapport à la coupe rase qui aurait pu être programmée. Donc,
une compensation d'un manque à gagner à court terme, parce que ce type d'action sur le long terme est vraiment bénéfique. Donc, on voit une amélioration de la qualité des peuplements, un meilleur stockage de carbone, une protection des sols avec la mise en place de cloisonnement et des effets positifs aussi par rapport à l'érosion. Le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet sur la sylviculture du pin d'Alep, où mes collègues du CNPF développent une nouvelle méthode du label bas carbone sur le pin d'Alep. Et ça aurait pour intérêt de pouvoir prendre en charge une intervention qui est actuellement déficitaire. C'est une première éclaircie sélective dans la bande boisée avec ouverture de cloisonnement. Alors qu'en ce moment, ces peuplements sont difficilement mis en valeur. Et donc, l'intérêt de cette sylviculture, ce serait de pouvoir, 25 ans après cette première intervention, de pouvoir mettre ces peuplements en autoprotection vis-à-vis du feu, avec moins de risques de feu de cime. Donc, encore une fois, le cloisonnement de ces parcelles a aussi un impact positif pour les sols, et donc un impact positif sur le stockage du carbone, un allongement des cycles de production aussi, qui ont des effets favorables à la biodiversité. Donc, en conclusion, on voit que la biodiversité des sols est actuellement surtout appréhendée de manière indirecte par des actions qui visent une meilleure prise en compte des sols, comme la détermination des stations, les diagnostics sylvoclimatiques, l'estimation du réservoir en eau utilisable, toutes les recommandations par rapport à la protection des sols, donc protection physique sur les cloisonnements. C'est aussi pris en compte par des actions ciblées biodiversité, comme l'IBP. Et ce qu'on constate, c'est que la biodiversité des sols commence aussi à être abordée en tant que telle auprès des gestionnaires. On y vient doucement. Donc, c'est l'objet du projet InSylbios, qui est développé par mes collègues du CRPF Occitanie en partenariat avec l'INRAE. Donc, ce projet InSylbios vise à mieux comprendre et intégrer dans les pratiques sylvicoles le rôle de la biodiversité des sols dans le contexte des forêts du Sud-Massif central. Donc, l'intérêt de ce projet, ça va être de cibler des peuplements avec un historique de gestion très contrasté. Alors, il s'intéresse à des peuplements de haies, composés majoritairement de hêtres et de douglas. Et il va y avoir un échantillonnage avec des forêts anciennes, des forêts récentes, et aussi un gradient de sylviculture entre la libre évolution et des sylvicultures intensives. Et donc, les enjeux, ce sont de mieux comprendre le rôle de la biodiversité du sol dans la fertilité, la résilience et la résistance des écosystèmes. Donc, projet à suivre. Donc Thierry, quels grands axes de recherche pensez-vous qu'il faudrait développer pour permettre une meilleure reconnaissance du rôle de la biodiversité des sols de forêt et améliorer sa prise en compte dans la gestion forestière? Et s'il fallait faire un choix dans ces grands axes de recherche, quelle serait la priorité? Très bien, oui, c'est tout un programme, c'est justement la question. Alors, d'abord, je pense que on manque, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par Julien, on manque de connaissances sur cette biodiversité du sol. Ça, à mon avis, c'est essentiel. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'on manque de connaissances et à une époque où on est pratiquement capable bientôt d'aller sur Mars, etc., et d'en ramener des cailloux, on n'est pas vraiment capable de connaître très bien tout ce qui est la biodiversité en général et du sol en particulier, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la biodiversité au niveau du sol, eh bien, ça constitue une partie importante de la biodiversité, très importante de la biodiversité globale. Là, je ne parle pas du milieu marin. Et sachant qu'il y a notamment beaucoup d'arthropodes, de choses comme ça. Et là, eh bien, voilà, on manque de connaissances, à la fois au niveau systématique et au niveau des inventaires. À mon avis, ces deux mots, systématique et inventaire, ça ne doit pas être des gros mots.
Ça l'a été pendant un certain temps de la part des organismes de recherche, etc. Heureusement, les choses changent, mais faire des inventaires, eh bien, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. On fait bien du génome d'un certain nombre d'espèces. Eh bien, le génome, c'est bien un inventaire des gènes et des bases, etc. Donc, je pense que là, on a vraiment des besoins, aussi au niveau systématique, mais alors le gros problème, c'est le manque de systématiciens sur un certain nombre de groupes qui concernent la faune du sol, parce qu'on ne les a pas tous après. Voilà, et sachant que, par exemple, eh bien, c'est un monde, ce monde de la biodiversité du sol, où il y a beaucoup d'endémismes. J'en ai aperçu par exemple dans des forêts, on en reparlera un petit peu, dans des forêts pyrénéennes, eh bien, vous avez au niveau des collemboles, vous avez un certain nombre d'espèces endémiques et évidemment, ces espèces endémiques, eh bien, elles ont un intérêt, un rôle, un intérêt patrimonial et peut-être un rôle qu'on connaît mal d'ailleurs, qui est important. Donc là, je pense que voilà, c'est des choses qu'on dit depuis longtemps. Je pense que le fait que les sciences participatives se mettent à s'intéresser un petit peu au sol, la biodiversité du sol, à la faune du sol, ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et voilà. Après, où on manque de connaissances aussi, c'est évidemment sur, on en a parlé, Julien en a parlé, sur quel est l'impact là j'ai mis de la gestion sylvicole, mais plus généralement des perturbations qu'on peut apporter au niveau d'une forêt, et quel est l'impact aussi du changement climatique sur toute cette biodiversité. Et là, sachant, puisqu'on a dit vraiment que cette biodiversité joue un rôle très important dans le fonctionnement des écosystèmes, eh bien, voilà. Alors, ce que je vais rapidement, c'est essayer de vous montrer quelques exemples de travaux qui ont porté sur ces éléments, pas sur les aspects systématiques, mais sur les aspects gestion forestière et changement climatique, en se disant, voilà, c'est des choses qui ont été faites, mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment qui se font dans cet esprit-là et que ce serait important un petit peu d'avoir des programmes de recherche plus ambitieux au niveau national, certainement, sur un certain nombre de ces éléments. La première des choses sur lesquelles on a pu travailler, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la biodiversité du sol et au niveau des humus, on va parler un petit peu des humus, quand on remplace une futaie ou un taillis de hêtre par un reboisement en épicéa. C'est des choses qui se sont faites à grande ampleur dans les Pyrénées après la Deuxième Guerre, dans les années 50-60, 70. Et donc, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Eh bien, sachant qu'on considère dans les Pyrénées, c'est important que l'épicéa est une espèce donc introduite, même si elle a été présente il y a à peu près 20 000 ans. Voilà. Eh bien, de remplacer une futaie, disons, native par un reboisement d'épicéa, eh bien, on a vu qu'au niveau des collemboles du sol, eh bien, ça apportait des perturbations importantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on perd des individus, on perd des espèces et on perd aussi des espèces endémiques qu'on ne retrouve pas dans le reboisement d'épicéa, qui, je vous le rappelle, était auparavant une futaie ou un taillis de hêtre. Donc ça, c'est important aussi parce que, évidemment, si on perd des espèces endémiques, et si elles étaient endémiques d'un massif, c'est des espèces qu'on perd de notre planète. Voilà. Et puis après, bon, ça, c'est des choses qui sont plus connues, mais qui sont évidemment en relation, et il faudrait mieux étudier les relations d'ailleurs entre, par exemple, la faune du sol et les caractéristiques de l'humus. Eh bien, on a vu que ces reboisements d'épicéa, qui sont, je l'accorde pour Julien, sont des reboisements qui ont été faits dans des conditions assez particulières, avec une densité extrêmement importante, etc. Et puis, on a regardé les effets qu'au bout de 40 à 50 ans, eh bien là, on avait donc des modifications de l'humus à ce niveau-là. Donc, je pense que ce genre d'études peuvent être aussi importantes en les axant sur la biodiversité du sol.
Autre chose, eh bien là, on a parlé tout à l'heure de vieilles forêts, de forêts au niveau desquelles donc on aurait du bois mort en quantité importante, plutôt des forêts donc de type irrégulier. Eh bien, à ce niveau-là, on se rend compte aussi que selon un gradient de perturbation qui irait vraiment du milieu les plus perturbés, comme une plantation d'épicéas, jusqu'à une forêt subnaturelle, donc avec en plus, si c'est possible, une ancienneté de l'état boisé, eh bien, on voit que on peut avoir, selon ce gradient de perturbation, aussi des différences importantes au niveau du nombre d'espèces endémiques. Alors là, ce sont les colomboles, hein, on l'a pas marqué, qui donc diminuerait plus la perturbation est importante. Là, c'est toute la problématique aussi des vieilles forêts. On a parlé de l'IBP, c'est-à-dire des forêts finalement qui vont avoir un IBP souvent important, et donc une biodiversité potentielle. Et bien là, ce serait important d'en savoir aussi beaucoup plus sur la biodiversité du sol de ces milieux-là. On connaît bien ce qui se passe au niveau des oiseaux, des chiroptères, etc., mais pas sur les... Autre problématique importante, c'est toujours, est-ce qu'une futaie irrégulière est capable d'abriter une biodiversité plus importante qu'une futaie régulière, etc. C'est un débat important à ce niveau-là. Il y a relativement peu d'études qui sont faites au niveau donc, du sol. Il y en a de la biodiversité du sol, il y en a au niveau des oiseaux, etc. Mais du sol, beaucoup moins. Et bien là, simplement une étude qu'on avait pu faire a montré que au niveau des espèces de colamboles, eh bien, il y en avait quand même un peu plus en cumulé dans les peuplements irréguliers que dans des peuplements réguliers. Sachant que c'est toujours très difficile de faire des comparaisons parce qu'il faut être quand on compare les choses, il faut que toutes choses par ailleurs, eh bien, les deux soient identiques au niveau des facteurs. Là, très rapidement, pour vous montrer que finalement, on peut avoir un impact de perturbation très particulière sur la faune du sol et que cette faune du sol répond particulièrement bien aux perturbations. Là, c'est un travail qui a été effectué dans les Vosges, où il y a eu des amendements calcaires sur des sols, donc sur des forêts très, très acides, des sapinières des Vosges très acides, où il y a eu des amendements calcaires en se disant, eh bien voilà, on va favoriser par cet amendement. On va diminuer un petit peu l'acidité du sol, peut-être qu'on va favoriser la faune, favoriser la croissance des arbres, etc. Et on a regardé ce qui s'était passé au niveau des colamboles. Eh bien, au niveau des colamboles, cet apport de plusieurs tonnes par hectare de calcaire dans la forêt, alors par hélicoptère ou manuellement, eh bien, a fait qu'on a eu une baisse. Alors, peut-être que c'est simplement dans un premier temps, on a eu une baisse des colamboles. Et finalement, cet apport a été considéré par les colamboles, j'allais dire, un petit peu comme une perturbation qui modifiait ces conditions de vie. Alors, attention aussi aux modifications, enfin, aux opérations un petit peu importantes à ce niveau-là. Enfin, dernière chose, le changement climatique. Alors, c'est quelque chose que l'on étudie au niveau de notre station O3HP, donc de la région dans la Haute-Provence. Et c'est donc une chaînaie pubescente, une formation à chaîne, où on a mis en place un système d'exclusion de pluie dynamique, c'est-à-dire qu'une parcelle d'environ 300-400 mètres carrés eh bien, a été recouverte par cette structure métallique avec un toit que l'on peut fermer quand il pleut, c'est-à-dire qu'on va simuler ce que nous explique le GIEC, c'est-à-dire qu'en région méditerranéenne, le changement climatique, ça va être bien sûr une augmentation de la température, mais aussi une diminution des précipitations de l'ordre de 30% qui va se concentrer pendant la période chaude, c'est-à-dire déjà pendant la période sèche, entre, disons, le mois d'avril, mai, jusqu'au mois de septembre. Et donc, on ferme les volets dès qu'il pleut entre le mois d'avril et le mois de septembre,
et on compare, donc on diminue les précipitations de l'ordre de 30% sur l'année, et on compare le comportement des arbres, du sol, de la litière dans cette parcelle d'exclusion par rapport à la parcelle témoin, c'est-à-dire l'extérieur. Et là, donc, on s'est intéressé, ça a été des travaux très, très importants, à la mésofaune qui était associée aux litières, c'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle des litter bags, c'est-à-dire des petits sacs dans lesquels on enferme de la litière. Et on en a dans la zone d'exclusion de pluie, donc où il y a moins 30%, et on en a aussi dans la zone à l'extérieur. Et au bout de 24 mois, 2-3 ans, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, eh bien, on a regardé quelle était la faune qui colonisait ces litières. Et on a vu que, première chose, eh bien, on avait une abondance des individus qui étaient beaucoup plus faibles dans la parcelle d'exclusion de pluie. Hein. Donc, ça, première chose, vous voyez qu'on a quand même un nombre d'organismes très important, 24 000 organismes, etc., avec essentiellement, donc là, on a travaillé sur les acariens et sur les colamboles. Donc, première chose, quand il y a exclusion, c'est-à-dire simule un petit peu d'un changement climatique, on perd beaucoup d'individus, c'est normal, il fait plus sec, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on a donc une disparition d'espèces. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment disparues? Est-ce qu'elles ont migré plus en profondeur? Mais on a un groupe, les Nelly-Pléona, donc de colamboles, qu'on ne retrouve absolument pas dans la parcelle d'exclusion, dans les litter bags, dans la parcelle d'exclusion, à ce niveau-là. Et voilà, alors ça pose un certain nombre de questions. À quoi servait ce groupe de colamboles? Est-ce que c'est important qu'ils aient disparu? Comment, voilà. Et en plus, on a aussi un certain nombre de résultats concernant la pression de prédation, le ratio entre les détritivores, les prédateurs, etc. Donc, simplement, on ne va pas dire le changement climatique, mais le changement dans les conditions donc, hydriques, d'aridité de ce milieu, eh bien, a un impact direct sur cette mésofaune. Hein. Donc, on peut le penser sur le fonctionnement global des décompositions des litières, donc sur le fonctionnement global de l'écosystème. Et donc là encore, je pense que des travaux sur l'impact du changement climatique sur, c'est pas toujours évident à faire, mais surtout in natura, sur cette faune, sur la biodiversité du sol en général, et on pourrait parler des mycorhizes, des bactéries, etc. aussi. Ça me paraît tout à fait essentiel de multiplier ces études. Et puis si j'ai encore une seconde, puisque tout à l'heure on avait parlé de la mixité des litières, ce qu'on a fait aussi au niveau de ces litter bags dont je vous ai parlé, ces petits sacs, c'est qu'on a dans certains cas fait des petits sacs à litière dans lesquels on a mis uniquement une espèce, en l'occurrence le chêne pubescent, et d'autres dans lesquels on a mis plusieurs espèces, du chêne, de l'érable, du pin, etc. Et puis on a regardé comment cette litière se décomposait en conditions de contrôle et en conditions d'exclusion. Évidemment, en conditions d'exclusion, la litière se décompose toujours moins vite parce qu'il y a moins d'eau, mais quand on a mixité des litières, eh bien, un mélange de litières, ce phénomène de ralentissement de la décomposition est largement atténué. Et ça montre bien que c'est tout à fait important, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de résilience par rapport donc au changement climatique qui peut être lié par un mélange d'espèces. Merci beaucoup à tous et je vais juste en conclusion vous rappeler que donc plusieurs webinaires sont prévus, 3 webinaires cet après-midi et demain, un le matin, un l'après-midi, donc sur les sols urbains, l'agroécologie et le transfert des connaissances du labo vers le terrain. Donc, je vous incite à vous inscrire. Tout ça est sur le site de l'association, Association française pour l'étude des sols, donc afes.fr. Les vidéos vont être mises en ligne ainsi que les supports donc, que vous pourrez réutiliser en citant les sources, bien sûr.
Et je vous incite fortement à soutenir les actions de l'association, qui est une société savante dont le principal objectif est de transférer les connaissances sur les sols. Donc voilà, je vous incite à soutenir cette association en allant sur le site afes.fr. Merci beaucoup à tous, aux intervenants, aux bénévoles qui ont géré le chat, géré toute la technique. Merci à tous nos partenaires, donc vous les avez dans les logos en bas de la diapositive. Et merci à vous d'avoir suivi cette conférence jusqu'au bout. Enfin, ce webinaire, pardon.